Bonjour, Madame, Monsieur, les titres de cette édition. Une semaine d'espoir pour les enfants malades du cœur. Certains ont été opérés avec succès au CHU de Tengango. Une chirurgie à cœur ouvert menée par les médecins de la chaîne de l'espoir en séjour au Burkina, appuyés par leurs collègues burkinabés. Vous les entendrez en début d'édition. Dans cette édition, une semaine après l'assaut du Capitole, Donald Trump s'est rendu au pied du mur anti-immigration à la frontière entre le Texas et le Mexique. Avec une posture moins agressive, il évoque le temps de la paix et du calme. Bienvenue à cette édition de la mi-journée. Attention aux âmes sensibles. Une opération de chirurgie à cœur ouvert au profit des enfants souffrant de pathologies cardiaques se déroule actuellement au CHU de Tengango. L'opération est menée par des médecins de l'association française La Chaîne de l'Espoir qui séjournent actuellement au Burkina. Assistés par les médecins burkinabés, ils ont opéré avec succès plusieurs enfants victimes de malformations au cœur. Kwale Nebié et Dramandadian. Vous êtes le chaud. Ah oui, mais j'avais demandé tout à l'heure. Si. Une opération périlleuse, mais obligatoire pour sauver des vies. C'est la chirurgie à cœur ouvert. Une première au Burkina, ici à l'hôpital Tengango. 2 patients opérés avec succès lundi. L'initiative est de l'association La Chaîne de l'Espoir. Il y a les pathologies qu'on appelle congénitales, des malformations du cœur qui sont à la naissance. En général, ces pathologies sont opérées très tôt. Ici, ce n'était pas possible. Donc, la deuxième grande cohorte de patients, ce sont les affections acquises suite à une infection. Une infection, en général une angine et autres, et le germe se greffe sur les valves du cœur et les détruisent. Et à ce moment-là, il est indispensable d'opérer ces enfants. L'opération s'achève samedi prochain. Parmi ces hommes en blouse, il y a des médecins burkinabés aux côtés du professeur Eric et son équipe. Des spécialistes impliqués dans la mise en œuvre du programme d'appui au développement de la chirurgie cardiaque au Burkina. Bon, voilà, Adama vient de faire la première fermeture d'une communication interauriculaire chez une jeune fille de 14 ans. Nous avons préparé une douzaine d'enfants à opérer, souffrant de cardiopathie congénitale. C'est essentiellement la communication interauriculaire que nous avons choisi pour débuter nos missions. Mais également, il y a d'autres enfants qui souffrent de pathologies acquises. Et comme l'avait dit le président Chisson, donc cette fois-ci, nous avons choisi des cardiopathies rhumatismales. Donc c'est essentiellement donc, des affections de valves qui seront opérées à la suite de malformations congénitales. C'est un honneur de le dire parce que c'est un pas important, un pas historique que la pratique médicale a franchi au niveau du CHU Tengango. Comme on l'a indiqué, nous avons eu à pratiquer en partenariat avec les équipes de la chaîne de l'espoir, mais également l'équipe locale CHU Tengango, la première opération à cœur ouvert. Et il faut dire également qu'il y a de la cardiologie interventionnelle qui se pratique depuis hier également au niveau du CHU. C'est un pas important, c'est un pas historique et il faut saluer le partenariat qu'il y a entre les équipes locales mais également avec les partenaires chaîne de l'espoir. Un partenariat désormais axé sur le transfert des compétences avec en perspective d'associer la chirurgie à cœur ouvert pour adultes sur place au Burkina Faso. Un pays où les maladies cardiovasculaires représentent annuellement plus de 12% du taux de mortalité. En 2020, plus de 2 millions de cartes nationales d'identité burkinabé ont été délivrées par l'Office national d'identification ONI. L'office qui s'était inscrit dans une démarche de proximité avec la population entend rester dans cette dynamique. Déjà, elle annonce l'ouverture prochaine d'autres antennes. Issa Kafando et Amandine Lalsaga. Échange direct entre les responsables de l'Office national d'identification et les acteurs chargés de la production et de la délivrance des cartes nationales d'identité burkinabé. Nouvelle année, nouveau défi pour la nationale d'identification. Nous avons franchi le cap de plus de 2 millions de cartes nationales d'identité délivrées pour l'année 2020. Pour l'année 2021 qui démarre, nous avons voulu tout de suite donner le cap
en donnant le signal à partir de la ville de Ouagadougou et la province du Kadiogo. Nous rencontrons la centaine d'agents collecteurs photographes et les agents des centres intermédiaires de données à l'effet de revisiter nos procédures et nos manières de faire pour qu'au sortir de cette rencontre, chacun reparte avec des instructions très claires et très précises. Aristide Béré et ses collaborateurs s'inscrivent dans la continuité et entendent mettre l'accent sur la proximité. Un processus déjà amorcé en 2020. Dans les jours à venir, et nous l'espérons avant la mi-février, nous allons ouvrir les antennes régionales de Kaya, de Dédougou, de Gawa et de Ouaouia. Tout cela dans le but de décongestionner les deux centres de production, Ouagadougou et Bobo Dioulasso, et surtout de rapprocher les services et surtout, au-delà de tout ça, de faire en sorte que les citoyens reçoivent leur carte d'identité en toute célérité. Pour la ville de Ouagadougou, l'ONU dispose d'une trentaine de sites d'enrôlement dans les 12 arrondissements. Au cours de cette rencontre, des orientations sont données pour plus de fluidité dans le traitement et pour la réduction du temps de délivrance des CNIB. Depuis hier à Dapulgo, la ferme agricole du Lalinaba Tigré se laisse découvrir par les producteurs agro-silvo-pastoraux. Une journée portes ouvertes pour un partage d'expériences entre les hôtes du jour et le promoteur de la ferme. Visite guidée suivie par Alidou Badini et Ahadi Sandamba. C'est une ferme agricole de 143 hectares avec plusieurs spéculations qui s'offrent aux visiteurs du jour. Tous producteurs agricoles, ils viennent s'imprégner des réalités du terrain en vue d'acquérir de nouvelles méthodes, mais aussi d'apporter leurs expertises en la matière. Après près de 10 ans d'exploitation de serre, j'ai quelque chose à partager. On va partager des expériences, on va partager les pratiques qu'on a, les semences qu'on a, et les méthodes qu'on utilise aujourd'hui pour arriver à une production maximale sur un minimum de terrain. C'est la solution qui s'offre, qui nous reste. Et c'est la solution que nous n'avons pas connue qu'il faut aujourd'hui faire la promotion parce que on sait que nos terres sont arides, on sait que nous dépendons beaucoup des pluies de saison. Or, la technique du serre nous permet d'éviter tous ces aléas-là. De la visite guidée et commentée des différentes activités, c'est la culture sous serre et le champ école d'une nouvelle variété d'oignons qui ont retenu l'attention des producteurs. Nous avons accompagné cette ferme, ils ont produit les pépinières ici, ils ont repiqué, nous les avons accompagnés avec l'itinéraire technique et aujourd'hui vous avez pu voir les résultats qui sont là, où ils ont des bulbes d'environ 600 à 700 grammes. Et les serres que j'ai vues sont des modèles à développer parce que bon, imaginez les serres que nous on a au Mali, on les a importées d'Israël, ça coûte assez cher et ce qu'il y a de bien, utiliser les matériaux locaux, utiliser la compétence africaine. Le Lalinaba Tigré, ce partage d'expérience avec d'autres producteurs agricoles lui permettra d'améliorer ses capacités d'action en matière de production sous serre. Nous allons faire des merveilles à travers les serres. Déjà, sans ces connaissances, ces expérimentations concertées, nous avons déjà des résultats probants. Après 4 mois, tout ce que nous produisons est vendu et quelquefois même est acheté d'avance. À l'occasion, un vibrant hommage a été rendu aux producteurs maliens à travers l'inauguration d'un magasin de conservation de produits agricoles. Voilà une journée portes ouvertes pour un partage d'expériences entre les acteurs. Et trois chercheurs de l'Institut de l'Environnement et de Recherche agricole INERA sont co-auteurs d'une œuvre intitulée « Recherche scientifique et progression de la culture du niébé au Burkina ». Au-delà de l'évolution de la culture du niébé, l'ouvrage dresse le bilan de la recherche sur cette légumineuse sur les 50 dernières années. La dédicace de l'œuvre avec Nangba Kouda et Amadou Marcelto. Recherche scientifique et progression de la culture du niébé au Burkina Faso, c'est le titre de cet ouvrage. Cette œuvre fait l'économie de la recherche sur le niébé au Burkina Faso et rend hommage à feu docteur Issa Drabo, l'un des pionniers dans ce domaine. Cette œuvre permet aux lecteurs, premièrement, de s'informer sur l'évolution du cadre institutionnel dans lequel les activités de recherche sur les légumineuses à graines dont les niébés ont et sont conduites. Deuxièmement, de comprendre les choix stratégiques et méthodologiques qui ont guidé les thématiques de recherche sur le niébé. Et enfin, troisièmement,
de faire le point des acquis de la recherche et du développement. Pour les auteurs, cet ouvrage est le fruit de 4 ans de recherche et entend apporter une touche particulière au monde agricole, notamment à la culture du niébé. Ce qu'il faut retenir du document, c'est que le document d'abord, comme l'a présenté un peu ici, on peut faire l'économie de la recherche de façon réelle, la recherche réelle, mais aussi rend hommage de façon un peu avec quelques façons de raconter l'histoire. Donc à ce niveau, on peut avoir toutes les informations qui concernent la culture du niébé, les méthodes de sélection du niébé, les méthodes de vulgarisation du niébé, tout en ayant des parties qui vous permettent parfois de vous arrêter et de peut-être sourire un peu. Cette œuvre de 227 pages est parue aux éditions Harmattan Dakar en 2020. Elle se veut une boussole pour les générations à venir, selon les auteurs. Paglayiri, réputé être le quartier qui regorge le plus grand nombre de menuisiers de la capitale. Au bord de la voie, dans les 6 mètres, les concessions des ateliers pullulent. Depuis la vente du bois jusqu'à la confection du meuble, c'est toute une chaîne qui s'est développée dans ce quartier. Immersion dans ce dossier de Adam Nguiti et Isia Kanana. Au quartier Paglayiri, la menuiserie semble être la chose la mieux partagée. C'est le moins que l'on puisse dire, car ici, chaque concession a son atelier. Installé dans cette cour depuis plus d'une décennie, le bois n'a plus de secret pour Amadou Nichema. Ici, on scie, on coupe, on rabote, on pointe, on colle pour donner forme au bois. J'étais mécanicien, mais après, j'ai vu que la menuiserie m'intéressait également. Je me suis donc lancé et depuis lors, c'est devenu mon principal métier. Lui, c'est Bilal Sawadogo. La menuiserie, c'est au Sénégal qu'il l'a apprise. Depuis plus d'une dizaine d'années, c'est également ici à Paglayiri qu'il est revenu mettre son expertise au profit de sa clientèle. Pour le moment, je n'ai pas de moyens pour m'installer à mon propre compte. Je confectionne et les revendeurs viennent prendre. Ici, c'est complètement différent des autres pays. Les gens préfèrent les meubles venus de la Chine, par exemple. De la vente du matériau à la confection du meuble en passant par la tapisserie jusqu'au produit fini, le travail du bois constitue ici une chaîne de production. Pour faire un lit, comme on est beaucoup, il faut une semaine. Ici on fait tout, du début jusqu'à la fin, c'est ici. Voilà, c'est ici seulement on fabrique, ça ne sort même pas. Voilà, quand ça sort, c'est fini. Et le meuble, c'est ici à l'avenue Bassawarga qu'il est mis sur la place du marché. Parce que les prix, ça varie parce que les modèles ne sont pas les mêmes. Voilà. Par exemple, ce modèle-là, on peut vous donner à 400 000. Voilà. Il y a d'autres qui ne vaut pas ça. Il y a d'autres qu'on peut donner à 300. Voilà. Donc ça se varie. Il y a d'autres même qu'on peut gagner 3 places à 150 même. Donc ça dépend des modèles aussi. Le fauteuil là, bon, ça aussi, ça varie. Il y a pour 600, il y a pour 450. Bon, il y a plus ou moins cher que ça aussi. Si tous disent à subvenir à leurs besoins grâce à la menuiserie, des difficultés, il en existe tout de même. La principale étant l'instabilité du coût de la matière première. À nos débuts, le bois se vendait entre 3 000 et 3 500 francs CFA, mais maintenant, il nous faut débourser 7 000 francs CFA. Le bois BT, par exemple, coûte 10 000 francs CFA. Le bois n'a pas de prix fixe, tout est fonction de sa provenance. Tous ici travaillent à leur propre compte et à voir notre présence, ces jeunes plaident pour plus d'accompagnement, cela dans l'optique d'organiser le secteur de la menuiserie, mais aussi assainir leur cadre de travail. Hors de chez nous, 7 jours après les violences qui se sont produites au Capitole, Donald Trump se veut plus conciliant. Dans son adresse, il a évoqué le temps de la paix et du calme, message livré au pied du mur anti-immigration à la frontière entre le Texas et le Mexique, où il s'est rendu ce mardi 12 janvier. Suivez.
Donald Trump au pied du mur et plus précisément au pied de son mur anti-immigration à la frontière entre le Texas et le Mexique. C'est là qu'il a choisi de se rendre pour son premier déplacement depuis les violences du Capitole qui ont fait 5 morts et de nombreux blessés. L'occasion pour le président sortant de revenir sur le recours des démocrates au 25e amendement pour le déclarer inapte à exercer ses fonctions. Avant de commencer, je voudrais dire que la liberté d'expression est plus que jamais attaquée. Le 25e amendement ne présente aucun risque pour moi. Mais il reviendra hanter Joe Biden et son administration. Comme le dit l'expression, faites attention à ce que vous demandez. Le canular de la mise en accusation est la continuation de la plus grande et de la plus vicieuse chasse aux sorcières de l'histoire de notre pays. Elle provoque une colère, une division et une douleur énormes, qui sont très dangereuses pour le pays, en particulier dans cette période très tendue. Le vice-président Mike Pence a en effet exclu de recourir au 25e amendement. Mais les démocrates n'ont pas dit leur dernier mot. Ils doivent lancer ce mercredi une procédure de mise en accusation ou impeachment pour incitation à l'insurrection. Plusieurs élus républicains de la Chambre des représentants ont annoncé qu'ils voteraient en faveur de cette procédure. Si l'impeachment est voté, un procès devra s'ouvrir ensuite au Sénat. En parallèle, l'enquête sur l'assaut du Capitole se poursuit. Plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées pour possession d'armes à feu, intrusion illégale, violence et vol. Hier, notre bureau a mis en place une force d'intervention composée de hauts responsables de la sécurité nationale et de procureurs spécialisés dans la corruption publique. Ils sont sous mes ordres pour venger des accusations de sédition et de conspiration liées aux actes odieux qui ont eu lieu au Capitole. Ce sont des accusations importantes avec des crimes passibles de peine de prison allant jusqu'à 20 ans. Pour éviter de nouvelles violences, la sécurité à Washington a été grandement renforcée avec le déploiement de la garde nationale. Le FBI a mis en garde contre de possibles manifestations armées des partisans de Donald Trump à Washington et dans de nombreux États avant l'investiture du président élu Joe Biden le 20 janvier. En Irlande, un rapport d'une commission d'enquête a fait de graves révélations sur les maisons mère-enfant. Ce sont des établissements qui sont gérés par des religieuses et qui ont accueilli des dizaines de milliers de mères célibataires entre 1922 et 1998. Le rapport qui a été publié parle d'exploitation des jeunes femmes et de confiscation pour adoption des enfants. Derrière ces grilles se trouve l'une des maisons mère-enfant par lesquelles sont passées près de 56 000 jeunes mères célibataires en Irlande entre 1922 et 1998. Tenus par des religieuses catholiques avec l'État irlandais, ces établissements sont au cœur d'un scandale. Les jeunes femmes y étaient maltraitées et exploitées, et leurs enfants leur étaient souvent confisqués pour être adoptés. C'est ce qui est arrivé à Fionn Davenport. Juste après ma naissance, ma mère a changé d'avis et elle a dit qu'elle voulait garder son bébé. Mais les religieuses du foyer lui ont dit qu'elle n'avait pas le droit, qu'elle avait signé des documents, donc qu'elle avait renoncé à tous ses droits sur son enfant. Il m'a fallu 40 ans pour découvrir que c'était un terrible mensonge. Selon les termes de la loi sur l'adoption de 1952, qui régit toutes les adoptions en Irlande, la mère biologique a jusqu'à l'âge de 6 mois pour changer d'avis, et les religieuses devaient le savoir. Selon Fionn, l'institution l'a immédiatement séparée de sa mère, qui n'a jamais été autorisée à l'allaiter. Les femmes du foyer ne pouvaient nourrir les bébés qu'au biberon. Marie est née dans l'une de ces maisons. Elle raconte les humiliations que sa mère biologique a subies. Elle m'avait tricoté des petits vêtements de bébé. Après que j'ai été donnée à une famille d'accueil, les religieuses ont rapporté les vêtements que ma mère avait tricotés. Elles les lui ont jetés au visage et lui ont dit « Marie n'en aura plus besoin, elle a de vrais vêtements maintenant. » Cela a brisé le cœur de ma mère. Selon une vaste enquête publiée mardi, 9000 bébés et enfants sont morts dans ces maisons par manque de soins et de traitement. Le Premier ministre a annoncé qu'il présenterait les excuses de l'État irlandais pour ce chapitre sombre et honteux de l'histoire récente de l'Irlande. Cela met en lumière une culture profondément misogyne en Irlande pendant plusieurs décennies, avec une discrimination grave et systématique à l'égard des femmes, en particulier celles qui ont donné naissance hors mariage.
Selon le rapport, ces taux de mortalité très élevés étaient connus des autorités locales et nationales à l'époque et enregistrés dans les publications officielles. Pour le Premier ministre Michael Martin, c'est donc toute la société qui était complice. Le décès de Maker Ouedraogo et l'annonce de l'UPC de ne plus siéger au CEFOP sont les deux principaux sujets développés dans les colonnes des journaux. La revue de presse est signée Sékou Zongo. Cette image à la une de l'Observateur Palga est assez expressive de la configuration politique actuelle au Burkina Faso. Mais de quoi est-il question exactement? Réponse du doyen des quotidiens burkinabais. Le lion quitte sa tanière pour la majorité. Eh bien, Zéphirin Diabré avait décidé de ne pas piper mot après sa nomination, commente le journal. Mais depuis hier, c'est officiel. Avec armes et bagages, le lion rejoint la majorité présidentielle. C'est un séisme politique, analyse Hugues Richard Sama de l'Obs. Car, poursuit-il, il n'y a pas si longtemps, l'enfant de Gombousgou était encore CEFOP et principal adversaire de Rochmar Christian Kabouré. Pouvait-il en être autrement pour mon confrère? Le récent échec électoral en est pour beaucoup. Et puis, n'oublions pas cette question qui fâche, les considérations matérielles guident Atomic Zef. Certes, ce serait lui faire une injure, relativise l'analyse de l'Observateur Palga, mais 10 ans dans l'opposition et sans éclaircie à l'horizon, ça use financièrement et pose des questions vitales pour ses propres troupes embarquées dans ce long tunnel. Pour aujourd'hui au Faso, un opposant qui entre au gouvernement range ses idéaux et applique le programme du président élu. Zef à la majorité est donc compréhensible quand on sait qu'on a beau être bombardé de 4 ou 5 doctorats, on ne fait pas de concours pour être ministre. Et puis, une fois n'est pas coutume, une page triste relayée par le quotidien. Maker Ouedraogo n'est plus, informe le journal Le Pays à sa une. Maker Ouedraogo, un nom qui ne signifie pas grand-chose pour la nouvelle génération. Pardon pour ceux qui ne s'intéressent pas à l'histoire, commente pour sa part Zoen Mango Zungrana, mais il faut retenir, précise l'éditorialiste de Aujourd'hui au Faso, Maker Ouedraogo est dans l'histoire africaine le premier ballotteur d'un président de la République. Voilà, on s'arrête là pour cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, nos confrères des langues nationales s'installent pour vous livrer la version de l'information en langue nationale. Bon après-midi à tous.